Comédia de l'ESSEC a l'honneur de vous présenter un épisode de C'était mieux avant. Il s'agit de l'enregistrement d'une conférence que donne un ancien ou une ancienne membre de Comédia pour l'association et qui présente un parcours post-ESSEC atypique, le plus souvent versé dans le monde du théâtre et de la culture. L'idée est donc de mettre en lumière des parcours inspirants qui sortent des sentiers battus de la finance ou du conseil. Si tu te poses des questions sur ton orientation post-diplomation et si tu ne te reconnais pas toujours dans les modèles classiques de réussite de l'ESSEC, alors cette conférence est faite pour toi. Je suis une petite fille moche. Je sais pas trop de quoi ça vient, si c'est mon nez qui est trop long ou mon visage trop petit, si c'est mes yeux qui sont trop rapprochés ou quoi. Je sais pas trop dire pourquoi, mais je me regarde et les autres ils pensent la même chose. Je suis une petite fille moche. Pour notre premier épisode, nous accueillons Julien Daillère, diplômé de l'ESSEC en 2003. Aujourd'hui, il est intermittent du spectacle et il profite du confinement pour multiplier les initiatives théâtrales, toutes plus originales les unes que les autres. Je vous laisse le découvrir. Donc j'étais en apprentissage chez France Télécom, je continuais à faire du théâtre, pas forcément à l'ESSEC parce que j'étais un peu loin, mais j'avais quand même continué 1 ou 2 ans. Mais à côté, je prenais des cours du soir au théâtre de Chaillot. Je guettais toutes les annonces que je pouvais trouver sur certains sites, pas des trucs de figuration ou de faux casting, mais des trucs plutôt pour les courts-métrages, pour jouer dans les courts-métrages. Donc j'ai fait plusieurs courts-métrages à cette époque-là. Et puis après, surtout, une fois que mon contrat d'apprentissage s'est arrêté, France Télécom m'a indemnisé pendant 2 ans parce que du coup, en termes de chômage, parce que France Télécom indemnise directement les anciens salariés. C'est pas les ACDI, quoi. Ils ont un système, à l'époque c'était ça. Donc du coup, ça a été un petit peu mon parent riche, France Télécom, qui m'a permis de bosser un petit peu, mais sans autant de pression que si j'avais pas eu cette aide. Et donc, en 2006, j'ai monté ma compagnie de théâtre avec un texte qui s'appelle Les contes de la petite fille moche. Donc, en fait, je vais le chercher parce que 15 ans après, on l'a édité, il est sorti en janvier. Donc voilà, hop, comme ça, je fais comme une émission de bouquins, je peux montrer mes livres et tout ça. Voilà. Donc, Les contes de la petite fille moche, c'est un texte que j'ai commencé à écrire en 2005. Et c'était au départ une nouvelle qui s'appelle Je suis une petite fille moche. Et donc, cette nouvelle, elle a été. Parce que du coup, je vais dans ma bibliothèque, dans mes livres, comme ça, je vais pouvoir. Voilà, hop. Et puis celui-là, il est marrant. Il n'est pas de moi, mais je vous expliquerai pourquoi il est marrant. Donc, ça a commencé par une nouvelle. Et cette nouvelle, elle a été publiée en 2006 dans une revue qui s'appelle la revue Rue Saint-Ambroise. Donc du coup, voilà, ça m'a pas rapporté d'argent du tout, mais ça m'a encouragé, ce qui est toujours ça. Le truc qui ne rapporte ni de l'argent ni de l'encouragement, bon, peut-être faut laisser tomber. Donc voilà, ça m'a encouragé à en écrire d'autres. Et donc j'ai écrit les monologues de 7 personnages qui racontent comment ils se débrouillent avec leurs complexes au quotidien. Et donc je me suis dit, voilà, il faudrait que je joue ce spectacle, vu que j'ai pas d'argent pour payer d'autres personnes qui vont le jouer, ou le jouer avec moi, même s'il y a 7 personnages et qu'il y a des petits garçons et des petites filles. Et donc voilà, parce que moi j'ai jamais eu l'énergie d'emmener dans l'aventure un groupe en leur disant voilà, on fait ça, on n'est pas payé, mais peut-être qu'un jour on sera payé. Ça permet de faire des choses magnifiques, mais moi j'ai pas ça dans les tripes. Donc du coup, on fait avec ce qu'on est et avec ce qu'on peut. Donc je me suis dit je vais le jouer, je vais essayer de le jouer. Et donc on l'a créé à 2 avec mon ex. On a fait les masques ensemble, les costumes. Il me donnait à la réplique, mais il m'aidait à travailler, il me motivait
les répétitions, parce que tout faire tout seul, c'est quand même beaucoup plus difficile que si on est accompagné. Et j'ai joué ce spectacle, la première, c'était en septembre 2006, dans un lieu qui s'appelle maintenant la Petite Loge, qui s'appelait à l'époque la Loge Théâtre, et qui s'appelle la Petite Loge parce que en fait, l'équipe de l'actuelle Petite Loge a monté un autre lieu qui s'appelle la Loge Théâtre dans le 11e. Mais donc cette équipe avant elle était là-bas. Et donc sur une audition, ils m'ont dit OK pour jouer. Donc c'est le plus petit théâtre de Paris, donc c'était une scène de 2 mètres carrés avec une vingtaine et quelques de places. Donc un peu avant que ça arrive, j'arrivais pas à contacter que la date de la première approche. J'arrivais pas à contacter de professionnels, de responsables de théâtre, etc. J'arrivais pas trop à communiquer auprès du public, même si j'avais réussi à faire quelques flyers et tout ça. Mais j'arrivais à contacter les journalistes. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais donc j'arrivais à contacter les journalistes, donc il faut faire un petit peu ce qu'on arrive à faire. Donc il me fallait des coordonnées de journalistes. Donc les coordonnées de journalistes, je les ai trouvées en allant sur Internet, en allant dans les mentions légales des sites, etc. Il y a des coordonnées, des sièges, des trucs administratifs, numéro de téléphone de sièges administratifs, etc. Ou alors dans les ours des magazines. Donc j'allais feuilleter dans la papeterie, je trouvais les magazines des voisins dans la poubelle, des trucs comme ça. Et donc, en fait, c'est ça qui a lancé ma compagnie. Parce qu'à la première, il y avait une journaliste de Télérama, Sortir à Paris pour enfants, et une journaliste de Psychologie Magazine. Parce que j'appelais tous les magazines, en fait. Donc, même s'ils n'étaient pas dans la culture, je trouvais une rubrique culturelle, voilà, je les appelais, c'était mon grand truc. Je passais mon temps à appeler des journalistes au téléphone. Donc, voilà, j'avais cette énergie-là. Et puis après, il y a le théâtre des Déchargeurs qui a vu la critique sur Télérama, parce qu'il y avait eu une super critique qu'elle a passée plusieurs fois, il y avait 3T, tout ça. Et donc, c'est le théâtre des Déchargeurs qui m'a contacté en me proposant de venir jouer chez eux. Voilà, et donc on a joué cette petite forme, donc sur 2 mètres carrés, au théâtre des Déchargeurs, en janvier 2007, à la reprise après les vacances de Noël. Donc, j'avais une représentation 10 janvier 2007. Je savais que il y avait mon père qui venait à Paris pour me voir jouer, et c'était donc le seul spectateur. Et donc, j'ai commencé le spectacle en petite jupe, avec une perruque et la petite fille poche. Et donc, ils me disent qu'est-ce que tu fais? Tu joues? J'ai dit, je joue. Et est arrivé avec 5-6 minutes de retard. Est arrivée la metteuse en scène avec laquelle je travaillais à ce moment-là. Enfin, je prenais des cours dans son école, et à qui j'avais parlé du spectacle en lui disant est-ce que tu es d'accord pour me mettre en scène dans une version plus large que cette simple forme, en fait, qui était une toute petite forme. On avait juste rajouté, comme on passait à la scène des Déchargeurs, on avait juste rajouté un petit paravent qui est celui-là, derrière moi, sauf que là, j'ai mis un tissu rouge. Et voilà. Et donc, j'ai joué devant mon père et la metteuse en scène de la prochaine version du spectacle, puisqu'elle a accepté. Et donc voilà, donc j'avais encore l'énergie de faire des dossiers, etc. J'ai eu une bourse Envie d'agir, je ne sais pas si vous avez... Non, ça n'existe plus, je crois. Programme Envie d'agir de Jeunesse et Sport, qui a filé 1 000 € pour m'aider à financer un décor. Et puis voilà, et après on a fait une tournée, on a créé le spectacle en résidence en février 2008 sur la scène de la salle Jacques Brel à Champs-sur-Marne. Et de 2008 à 2016, pendant 8 ans, j'ai joué ce spectacle à peu près 200 fois. Donc c'est ce qui a vraiment lancé ma compagnie. Les articles de presse ont continué, enfin j'ai une 50aine d'articles de presse parce que je continuais à appeler la presse, et puis quand il y a quelques articles de presse qui sont parus, du coup les autres ils viennent plus facilement, etc. Et donc voilà, donc après ce spectacle en 2016, bon, il n'y avait plus tellement de dates de proposer, et puis moi j'étais pas dans l'énergie, allez, il faut trouver des nouvelles dates, etc. J'ai travaillé avec 2 diffuseurs différents, un premier diffuseur au début de la tournée, un deuxième diffuseur après.
Et voilà, et à un moment, je me suis dit: «Bon, bah, j'arrête de jouer ce spectacle», surtout que, j'étais parti en 2015, j'étais parti en Roumanie. Donc du coup, ça a été quand je revenais, les dates, enfin voilà. J'ai vu passer une question, savoir si j'avais fait du théâtre avant. Oui, j'ai commencé le théâtre, en CM1 pour, la fête de l'école. C'était une comédie musicale qui s'appelle Mayflower et donc c'était en playback et j'avais le rôle de Magritte. Donc on avait le playback qui jouait avec les enceintes à fond les ballons. C'était en 1989. Vous n'étiez pas nés. Ah. Et donc je jouais Magritte. Je jouais Magritte sur une scène. Enfin, c'était des parents d'élèves qui s'étaient démenés pour essayer de construire un bateau, tout ça. Et l'année suivante, il y a une association de théâtre, donc c'était dans mon village, à Saint-Genis-les-Olières, 69 290 Saint-Genis-les-Olières. Et donc, c'était l'ouverture de l'association Masque et Pinceau qui ouvrait ses cours de théâtre. Et donc, 30 ans après, cette année, je suis retournée à Saint-Genis-les-Olières pour faire des ateliers autour des contes de la petite fille moche. C'est-à-dire que, comme j'avais arrêté de jouer ce spectacle, on m'a proposé de faire quelque chose dans mon village d'origine où j'avais jamais rien fait. Et donc, j'ai proposé un atelier avec des élèves de primaire qui ont construit des marionnettes d'ombre avec moi sur la thématique des contes de la petite fille moche. Et après, j'ai manipulé une cinquantaine de marionnettes d'ombre les unes après les autres en récitant le texte des contes de la petite fille moche en ombre chinoise avec mon smartphone. Et donc, pendant que j'étais là-bas en résidence pour travailler avec les élèves, j'ai donné un cours de body hunting theater. Donc, c'est body hunting, c'est comme le fait de hanter son propre corps. En fait, c'est hanter son propre corps, body hunting theater, qui est quelque chose que je développe depuis plusieurs années. Et donc, j'ai donné un cours de body hunting theater 30 ans après, pour les 30 ans de cette association dans laquelle j'avais commencé à prendre des cours de théâtre. Voilà. Et puis après, j'en avais fait au collège, j'en avais fait au lycée. On tombe parfois sur des profs sympas qui ont envie de faire du théâtre. Et, voilà. Le body hunting, tu avais appris ça par toi-même ou dans un cours de théâtre? Oui, ça, j'ai créé ça quand je suis arrivée en Roumanie, en 2015. Donc, entre-temps, en 2010, j'ai créé un deuxième spectacle qui s'appelle Je ne suis pas ta chose, qui était un échec. Mais je pense que c'était nécessaire. C'était un spectacle vomi. C'est-à-dire, je pense que c'est un spectacle où tu essayes de refaire du même, puisque c'était la suite de La Petite Fille Moche, c'était La Petite Fille Moche adolescente, toute une histoire de famille torturée, etc. Donc, tu ressors des trucs. Enfin, c'était vomissement à plusieurs stades. Je vous parlerai de vomissement après, parce que ça a été le sujet de ma thèse de doctorat. Et donc, du coup, j'ai fait ça, 2010. Voilà, je continue à écrire un petit peu. J'ai eu un texte qui a été joué au théâtre de Cergy-Pontoise quand ils étaient en chantier. À côté, avec un pote, on faisait des scénarios de micro-vidéos, enfin des petites virgules. C'était les débuts des vidéos pastilles sur le net et à la télé. Donc on avait fait quelques-unes. On avait fait Vidéo Négo qui avait bien marché, qui passait sur Watt. C'était en début de nuit sur TF1. Mais il doublait les droits d'auteur pour compenser le fait qu'il n'achetait pas les vidéos, quoi. Donc, si, il a acheté un petit peu. Si, pour la prod, il a acheté un petit peu, mais c'était vraiment ridicule. Mais du coup, ça faisait des droits d'auteur sympas. Après, on a fait À la recherche de la nouvelle première dame, au moment où Sarkozy était célibataire. Donc, on faisait des personnages de jeunes femmes qui se proposaient en fonction des thématiques de l'actualité, pourquoi elles étaient la meilleure future première dame pour Nicolas Sarkozy. Et après, pendant 1 an, j'ai fait des scénarios humoristiques qui présentaient des joueurs de foot invités du Canal Football Club. Ce qui a bien fait rire tous mes potes, puisque je n'y connais rien en foot et que j'aime pas trop le foot, mais je sais faire des blagues. Donc, j'allais voir un peu sur Wikipédia, sur les sites internet, etc. Et donc, j'écrivais après avec un co-auteur, parce que c'était toutes les semaines, donc il fallait tenir le rythme. Et voilà, de temps en temps, mon pote réalisateur, il me disait: mais Julien, mais tu peux pas dire ça, là, c'est l'UEFA, et ça n'a rien à voir, tu peux pas faire des trucs comme ça, on va se faire flinguer. Bref, il relisait, quoi. Et puis il modifiait. Voilà, donc c'était mes petites expériences télé. Et puis voilà, après j'ai travaillé. Qu'est-ce que j'ai fait après? Oui, il y avait Je ne suis pas ta chose. J'ai l'impression que j'oublie un truc.
Mais oui, j'ai fait un spectacle pour le festival Normandie Impressionniste quand j'étais à Vernon. C'était un spectacle déambulatoire avec 40 élèves et profs du conservatoire de musique de Vernon. Et puis il y avait un très joli pont. Donc la scénographe avec qui je travaillais habituellement, elle avait fait recouvrir une partie du pont de, de filets de pêche. Enfin, pas des filets de pêche, j'avais trouvé sur Internet des filets pour garder les palombes, les pigeons. Donc on découpait comme ça des 2 mètres par 1 mètre et ils nouaient des petites bandelettes de tissu. Il y a 600 gamins qui ont travaillé là-dessus, qui faisaient, d'après un schéma, des extraits de tableaux de monnaie. Donc c'était assez chouette, comme ça volait au vent, au coucher du soleil, c'était bien. Et voilà, et puis on avait fait avec une danseuse buto qui était tirée en kayak par les jeunes kayakistes de la ville qui débarquaient ensuite sous le pont et qui chantaient, qui dansaient. Et puis il y avait une guitariste classique. Enfin, on avait essayé. J'aime bien mettre les gens en lien, donc du coup, si vous avez des kayakistes, allez, les kayakistes, ils vont tirer la barque, et puis il y a la danseuse buto qui arrivait comme ça. Voilà, c'était sympa. Voilà, et puis après, en fait, oui, donc j'ai écrit un autre texte qui s'appelle, c'était en 2014, il est sorti. Je ne suis pas ta chose. Ah, mais tiens, je l'ai pas là. Je ne suis pas ta chose, donc c'était une histoire un peu d'apocalypse. C'est l'histoire d'un monde qui se fait dessus. Et donc, comme il se fait dessus, les gens prient le grand nettoyeur. Mais le grand nettoyeur ne vient pas. Alors, il y a une autre prophétie qui se fait jour et qui dit qu'un jour, une femme viendra. Une femme qui aura reçu du monde l'aptitude à grossir et à pouvoir reventrer tout le mal du monde pour le refanter d'entre elles et faire de chaque mal un bien. Et donc, il y a une petite dame au bout du monde qui s'ennuie, elle entend la prophétie, elle se sent l'élu, elle part parcourir le monde parce qu'elle a reçu du monde l'aptitude à grossir, elle mange le mal du monde, mais elle voit le mal partout, elle mange le monde entier. Et donc, elle passe de l'autre côté de la fente du monde, et là, elle se retrouve toute seule, il n'y a pas les anges, il n'y a pas les dieux, et elle se demande ce qui se passe, et qu'est-ce qu'elle a fait, et qu'est-ce que... Voilà. Et ça, c'est le début de la pièce. Et cette pièce, j'en ai fait des lectures dans différents lieux, dans les galeries, dans... Voilà, donc... Voilà. Et puis après, bon... Donc il y avait cette histoire de femme qui passait de l'autre côté du monde, voilà. Et puis je me suis mis à écrire une autre pièce qui s'appelle Narcisse, la belle révolution, qui grosso modo est l'histoire d'une révolution, donc la belle révolution. Ce sont les jeunes qui prennent le pouvoir et les jeunes mettent en place un système d'élection des dirigeants qui est conçu intégralement sur la beauté. C'est-à-dire que les gens, dans des critères d'âge et de santé, sont sélectionnés pour passer devant un scan. Et il y a un programme d'évaluation automatique de la beauté naturelle qui va sélectionner 7 candidats qui ne sont pas prévenus à l'avance. Et quand tu arrives dans l'isoloir, tu découvres les 7 visages, peut-être le tien, et tu dois taper, tu as 10 secondes pour taper, un truc comme ça. Et donc, il y a tout un truc, voilà, comme ça, on revient à des valeurs naturelles, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de manipulation, il y a tout un discours comme ça des jeunes qui sont sur cette espèce de la beauté, c'est la liberté, c'est la vérité. Et donc, bien sûr, c'est Narcisse qui est élu. Donc, Narcisse, il arrive au pouvoir, et voilà. Et après, il y a la lèpre de Narcisse qui se répand sur le monde et qui contamine tout le monde à travers des spores qui sortent de ses yeux et qui se reproduisent chez les gens et tout ça. J'avais arrêté d'écrire ce texte parce que je me suis dit, à la fin, en fait, Narcisse, il quitte le pays et il se rend compte que c'est lui qui a créé ça, donc il quitte le pays. Donc je me suis dit, bon, ça fait 2 fois que tu as des personnages principaux qui passent la frontière, qui partent, etc. Je me dis, bah, toi aussi, peut-être faut que tu partes, sinon tu vas passer toute ta vie à écrire des textes qui parlent de partir, donc il faut peut-être te casser. Je me suis dit, bon, bah, peut-être, oui, je vais partir. Donc au début, je me suis dit en Allemagne, parce que j'ai fait mon échange Erasmus en Allemagne à Munich, et donc je me suis dit, bon, bah, maintenant que tu es plus artiste, va voir Berlin, après on m'a dit Leipzig. Donc voilà, et puis en même temps, je me posais beaucoup de questions sur le théâtre contemporain, donc j'allais voir des conférences sur le théâtre, et à une conférence sur le théâtre, il y a un gars, il a fait une intervention sur le théâtre post-dramatique en lien avec le mythe de la lamelle chez Lacan, et c'était bluffant. Je n'ai pas tout compris, mais c'était lumineux. Donc, je suis allé lui parler. Il m'a dit, on a parlé. Et puis après, il m'a dit, vous avez des bonnes idées. Vous ne voulez pas faire un doctorat dans mon université à Târgu Mureș en Roumanie. Donc, j'ai dit, je vais réfléchir un peu.
Et puis, déjà, je ne me sentais pas de faire un doctorat. Hein. Et puis, après, j'ai repensé, je lui ai dit, bon, bah, peut-être, mais il faut que je vienne, quoi, que je vois un petit peu comment je me sens, et puis comment la langue, elle résonne, que je commence un peu à apprendre la langue, quoi. Donc, j'ai fait ça. En janvier 2015, je suis allé 3 semaines à Berlin. Voilà, janvier, c'est peut-être pas la meilleure période pour aller voir Berlin. Je ne m'y suis pas du tout senti bien. Je me sentais complètement perdu dans cette ville avec enfin voilà, moi qui aime beaucoup traverser les villes à pied, Berlin, j'ai trouvé que c'était pas super adapté. En tout cas, les quartiers où j'étais. Je suis tombé malade. Je suis allé après à Leipzig où j'ai rencontré des gens super, mais c'était tout bien organisé, comme des parts de cake bien découpées. Et c'était pas du tout dans l'esprit où je me trouvais. Donc en février 2015, je suis arrivé à Tolgumurech. Et du coup, j'ai vu cette ville en chantier et je me suis dit, c'est comme mon cœur, c'est en chantier. Donc du coup, voilà, et puis ils ont été adorables, ils m'ont logé pendant 2 semaines sur le campus, ils m'ont fait rencontrer le Théâtre National, tout ça, voilà. Donc je me suis dit, bon, bah ok, je vais faire ce doctorat. Et comme en fait, je me posais beaucoup de questions sur le théâtre parce que j'avais l'impression que des artistes me vomissaient dessus ce qu'ils digéraient pas dans leur vie, tout comme moi j'avais fait avec cette pièce ratée où je vomissais un petit peu ce que je digérais pas dans ma vie. J'ai proposé comme sujet l'étude des processus de création et réception d'une œuvre scénique à travers la métaphore digestive, qui a été acceptée. Donc voilà. Et puis après, je me suis dit, il faut que je cherche une co-tutelle en France. Et puis chaque fois que je parlais de mon sujet à des Français, ils se foutaient un petit peu de ma gueule. Je me suis dit, bon, je vais rester en Roumanie, faire mon truc, aller jusqu'au bout. Et puis voilà. Donc je suis partie en Roumanie. Entre-temps, j'avais rencontré une metteuse en scène tchèque qui s'appelle Linda Dušková, avec qui j'avais vu un spectacle à elle que j'avais trouvé super. Et donc du coup, je lui avais envoyé des textes que j'écrivais. Et elle m'a recontacté, elle a utilisé un court texte pour un prologue dans une mise en scène en République tchèque. Et donc, mais moi, je partais en Roumanie et elle était à Paris, elle faisait le conservatoire, elle faisait un doctorat au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Ça s'appelle Sacre. Voilà. Et donc, je suis en Roumanie. Donc, comme ça a commencé à l'automne, le doctorat, et je me suis dit, alors, vous avez peut-être fait les cours de mobilité internationale et expatriation à l'ESSEC. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, moi je l'avais fait. Et donc, on t'explique que le retour, c'est très difficile, qu'il faut préparer le retour. Et puis, on t'explique aussi que tu vas peut-être faire une dépression en arrivant sur ton lieu d'expatriation. Donc, je me suis dit, si j'arrive à l'automne et que je fais ma dépression en décembre, ça ne va pas le faire. Donc, j'y suis partie en mai. Je suis partie à l'avance pour m'intégrer et tout ça. Et donc, voilà. Donc, je suis restée pour faire mon doctorat de 2015 à fin 2018 en Roumanie, à Târgu Mureș et à Cluj-Napoca, c'est en Transylvanie, au nord-ouest. Et puis, entre-temps, je suis revenue parfois en France pour travailler avec Linda Dušková. Et puis après, on a arrêté de travailler ensemble et je suis repartie sur des projets plus solo où j'ai créé Cambodge, se souvenir des images, qui est une performance à partir d'un voyage sur le Cambodge. Et puis, mon dernier spectacle, C'est bon, Ioke Renben, This is just a story, qui est un spectacle bilingue français-roumain, que du coup, j'ai créé avec la Fabrica de Pensule à Cluj-Napoca et qui a tourné dans le cadre de la saison France-Roumanie. Voilà. Et puis maintenant, j'ai emménagé à Clermont-Ferrand. Mon objectif, c'est de créer un lieu socio-culturel à la campagne. Et comme j'aime bien la nature et que j'ai pas de fric, je me suis dit l'Auvergne. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais au moins, vous avez de quoi rebondir pour la discussion. Oui, je me demandais, bon, déjà peut-être beaucoup de culot et de relationnel quand tu as appelé tous ces journalistes, etc. Puis même partir à l'étranger, mais en quoi, est-ce que tu saurais dire en quoi l'ESSEC t'a été utile et si ça t'a été utile ou pas pour la construction de ce parcours après? Sur l'utilité, je pense que c'est très difficile de savoir si quelque chose a été utile ou pas dans sa vie. Et que parfois, quand on a l'impression que quelque chose nous est très utile, c'est peut-être au contraire quelque chose qui nous enferme, parce que c'est tellement visible que c'est utile que du coup, ça ne nous fait pas voir tout ce qu'on pourrait faire sans cette chose, ou à côté, voilà.
Après, l'ESSEC, j'ai le sentiment que ça m'a aidé pour rédiger avoir des réflexes de communication, etc. C'est au moment où je rédigeais mes communiqués de presse, des choses comme ça, ou pour travailler sur les budgets des demandes de subventions, etc. Même si tu es accompagné par des gens, parfois, c'est bien de savoir aussi, de comprendre un petit peu, de pouvoir commencer à les faire. Et puis après, quand tu n'es plus accompagné, il y a des moments, bah voilà, tu n'es pas forcément dans le mood de payer quelqu'un pour de l'administratif sur un dossier de demande de subvention pour avoir 500 euros, quoi. Voilà, je pense que ça m'a aussi apporté, je m'en sers aussi de manière très assumé comme gage pour rassurer des interlocuteurs. Voilà, il y a des interlocuteurs, je pense que ça les rassure. Et ben, je m'en suis encore servi là tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai un projet de serveur vocal poétique. Donc, j'aimerais faire des serveurs vocaux, taper 1, taper 2, imiter le cri du loup, des trucs comme ça. Et donc, même si je vais tenter en faisant un faux ce samedi, en bidouillant avec la touche muet de mon téléphone pour faire comme s'il y avait des coupures d'enregistrement, ben en fait, je vais tout faire en live avec les gens. Mais le but, c'est de leur donner l'impression que c'est un enregistrement. Et comme ça, je vais faire des essais. J'aimerais mettre en place un serveur vocal interactif poétique développé. C'est un exemple où j'ai rappelé ESSEC parce que du coup, ça pose des choses et il y a certaines personnes face à des artistes. Ils sont un petit peu, t'es artiste, donc t'y connais rien, ça va pas marcher, etc. Donc là, je dis ESSEC. Et en général, ils connaissent si c'est les interlocuteurs qui a besoin de rassurer. Et tu savais, je reste encore sur la case ESSEC, mais tu savais que tu voulais faire du théâtre avant d'intégrer l'école, ou c'est en continuant la pratique avec Comédia, en te rendant compte que ton alternance te plaisait pas, etc., que tu as pris cette voie-là, ou tu savais déjà avant que tu voulais bifurquer sur ça? Je me souviens plus trop. Moi, je sais que si je voulais quand même aller jusqu'au bout, avoir un diplôme d'école de commerce, et je crois que je voulais faire du commerce international ou de l'expatriation, le marketing international, ou alors sinon la publicité ou des choses comme ça. Mais comme j'avais un petit peu pipoté aux euros sur des trucs qui se vendaient mieux, je sais plus ce qui était vrai et ce qui était faux. Ça se mélange un peu ce que je pensais vraiment ou pas. Est-ce que tu as eu des gros moments de doute, par exemple au moment de l'échec de cette pièce en 2010 ou 2012, je sais plus, où tu t'es dit ok, il faut que je change de voie, ou alors tu as toujours su que tu resterais là-dedans, peu importe les épreuves qui t'attendaient? Si, des doutes, j'en ai plein, hein, parce que j'ai pas une super situation je suis pas directeur d'un théâtre, j'ai pas fait une grande école de théâtre, j'ai pas joué ou assisté les plus grands metteurs en scène du monde, etc., ou de France. Donc dès qu'il y a un truc qui marche pas, c'est clair que tu doutes, quoi. Et là, même en ce moment, moi, je suis en plein doute. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je suis intermittent du spectacle jusqu'à la fin, puis même à la fin de mon doctorat. Mon doctorat, j'ai terminé parce que je voulais, par loyauté par rapport à mon directeur de thèse et la directrice de thèse française, parce que j'ai finalement eu une co-tutelle avec l'université de Cergy-Pontoise. J'ai fait bac to Cergy, voilà, en littérature française et comparée. Et oui, à chaque fois tu doutes. Bah, c'est-à-dire, je vis pas dans un environnement très rassurant. Déjà, j'ai été nomade pendant 1 an, j'avais pas de logement. J'habitais chez des amis, ou à un moment j'avais une sous-loc, ou alors j'étais en déplacement et je me débrouillais avec Couchsurfing non pas Airbnb, Couchsurfing et amis d'amis, et voilà. Donc ouais, là franchement, là moi je suis intermittent du spectacle jusqu'à fin décembre. Ça risque d'être prolongé normalement jusque février, voire mars, voire avril. Voilà, je suis intermittent du spectacle cette année parce qu'avec la saison France-Roumanie, ma compagnie, avec les économies, a pu compléter des sommes qui n'étaient pas assez élevées pour me payer des cachets à chaque fois. Mais là, ma compagnie, elle a plus trop d'économies. Moi, j'avais
j'avais 40 000 quand je suis parti en Roumanie, j'en ai claqué 20 000 parce que tu es payé 5,50 € de l'heure quand tu bosses pour l'Institut français et que j'ai pas énormément bossé non plus et que quand je revenais en France, j'ai eu quelques cachets, mais là, je voulais surtout consacrer du temps au doctorat. Et voilà, là, j'ai les APL. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je fais après l'intermittence, quoi? Est-ce que je me trouve un boulot à côté, mais lequel va correspondre à mes valeurs qui aujourd'hui deviennent trop contraignantes? Voilà, je me disais vendeur chez Biocop, par exemple. En fait, je viens de terminer, j'ai fait une quiche en direct live sur Facebook pour terminer. Voilà, je fais des quiches décorées. Voilà, c'était une quiche. Donc, sur Facebook, il m'avait donné Covid, chat, et puis c'est la Fabrica dei Pensole, c'est le nom de cet endroit à Cluj qui a maintenant disparu. En tout cas, les lieux, ils ont été repris par des entreprises qui font de la formation aux nouvelles technologies. Donc, le lieu tel qu'il existait où j'ai joué, il a disparu maintenant. Donc, c'est clair que le milieu culturel aujourd'hui, tu as plutôt beaucoup de doutes. Hein. Quand il vient à écrire sa propre pièce de théâtre, comment est-ce qu'on, du coup, vu que tu as fait un doctorat sur les vomissements un peu, comme tu me disais, comment est-ce qu'on approcherait à éviter un peu ces vomissements de notre propre vie sur nos écritures, sur notre travail en général, ou est-ce que au contraire, il faudrait quand même garder une certaine tâche de notre propre vie? En fait, le vomissement, c'est pas que négatif. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie, il faut vomir, et tu vomis pour pouvoir manger à nouveau. Tu as un truc qui est là, il faut que tu le sortes. Donc, moi, je prenais comme par exemple Gustav Klimt, il a fait beaucoup de brouillons où il dessine des dessins très pornographiques. Et il faisait ça un peu pour... Il y a des gens qui disaient qu'il faisait ça pour se chauffer avant de faire ses dessins, ses tableaux beaucoup plus épurés, beaucoup plus sublimés. Ces dessins-là, il les a jamais considérés comme des œuvres d'art, apparemment. En tout cas, il n'y a rien qui dit qu'il les considérait comme des œuvres d'art. Bon, maintenant, il y a eu toute une exposition. Il y a 3000 dessins comme ça. Hein, c'est quelque chose qui faisait beaucoup. Il y a eu une exposition qui les met au même rang que ces œuvres d'art à travers le prisme de l'étude historique, du processus de création, etc. Mais c'est aussi parce qu'il y a un goût du vomissement à notre époque et que ces dessins-là, s'ils plaisent aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils correspondent à une certaine demande et un certain goût du vomissement. Voilà. Bon. Pour moi, Klimt, il vomissait et après, du coup, il pouvait manger, digérer et peindre son modèle un peu mieux, quoi. Donc, du coup, en fait, tu vas vomir pour le voir et tu vas reprendre. Et tu vas revenir et tu vas revoir, etc. Et après, tu enlèves. Et ça, il y a beaucoup d'artistes qui disent qu'ils enlèvent, en fait. Ils écrivent beaucoup, ils enlèvent. Moi, je pratique parfois l'écriture automatique. Donc, et ça, c'est pas mal pour vomir à un moment quand tu as trop sur la tête. Tu fais de l'écriture automatique et du coup, ça fait se l'idée, tu peux la digérer plus ou moins. C'est-à-dire que moi, maintenant, quand je fais de l'écriture automatique, il y a des choses, quand ça me saute à la figure que ça parle trop de moi, je l'entends maintenant. Donc, je ne vais pas le dire, je cherche autre chose. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord que je sais qu'il y avait un passage qui m'avait démangé parce que je me disais c'est beaucoup trop réel, en fait. C'est beaucoup trop même pas ce qui s'est passé, mais ce que j'espère pouvoir se passer. Et je me dis que c'est justement, c'est trop dans le rêve, c'est trop dans vraiment le moment, l'automatisme, que je me dis que voilà, faut juste pas le prendre. Ok, c'est intéressant, merci beaucoup. Non, mais après, faut pas te limiter juste à ce que je viens de dire. Ça, c'est que juste mon interprétation et qu'il y a plein de manières d'envisager ça. Et tu peux aussi aller dans le trop. C'est-à-dire que tu peux très bien te dire, ok, c'est pas assez. Allons-y plus. Et si c'était plus? Et tu peux vomir plus. Et à force de vraiment tout vomir, tu vas peut-être arriver à quelque chose dont tu garderas juste un petit truc, ou alors tu vas garder tout le truc parce que finalement... Et puis après, dans un texte de théâtre, il y a peut-être une partie où il faut faire vomir les spectateurs en début de pièce pour que c'est bon, on l'a fait, hein, ok, et maintenant on peut discuter d'autre chose. Apprécier, d'accord. Il y a plein de... En fait, cette métaphore, elle est très riche, et donc voilà, il ne faut pas diaboliser le vomissement,
Là où moi, ça me pose un problème, c'est quand il y a le plaisir du vomissement. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe parfois dans l'anorexie. C'est-à-dire que dans l'anorexie, au moment où tu te rends compte que tu peux vomir et que tu peux maîtriser ce que tu ingères et ce que tu rejettes, que tu vas maîtriser ton amaigrissement et que tu as comme une espèce de tout pouvoir dessus, alors que la digestion, c'est quelque chose où tu es obligé de lâcher. Tu ne peux pas te forcer à digérer, tu ne peux pas te forcer à digérer plus vite, etc. Quand tu vomis, c'est toi qui décides. Et si tu goûtes à ce plaisir-là, être piégeant. D'accord. Intéressant. Salut Clara. Moi, je me demandais juste, genre, j'ai l'impression à t'écouter que t'as toujours 1000 idées en tête, genre tout le temps. Du coup, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu décides de te dire, genre, cette idée, elle est bonne, je vais aller jusqu'au bout? Et aussi, comment t'arrives à t'organiser? Parce que, genre, entre ce que tu dis là, ce que tu m'as dit par message, j'ai l'impression que t'as 1000 projets sur le feu et je comprends pas comment ça rentre dans l'emploi du temps d'une personne normale qui dort un minimum la nuit. Eh ben, c'est ça le problème, c'est l'éparpillement. Donc ça, moi, j'ai pas de solution et j'ai pas trouvé. L'éparpillement, ça met aussi dans un état de stupéfaction où du coup, tu as tellement de pistes dans lesquelles il faudrait que tu ailles que du coup, tu fais rien du tout. Donc voilà. Après, sur Facebook, j'ai vu passer un tuto où il faut prioriser, il faut choisir, etc. Moi, j'arrive pas trop. Donc de temps en temps, ça me prend, j'arrive à faire un truc et j'essaye de le mener le plus loin possible sur cette lancée. Mais voilà, après sur la créativité, c'est vrai que ça, c'est moi, c'est ça qui me sauve un petit peu, c'est que j'ai beaucoup d'idées. Donc dès le début du confinement, enfin même avant le 14 mars, je me suis dit, ok, moi je vais faire le téléphone. Et donc j'ai commencé à lire mes textes. Après, 2 jours après, j'ai créé le groupe Facebook Artistes au téléphone. Et puis après, je me suis dit, ok, il faut aller plus loin, je vais faire la téléperformance. Donc j'ai fait une téléperformance. Et puis là maintenant, je me dis, c'est le serveur vocal poétique. Voilà, et petit à petit. Et du coup, après, je fonctionne pas mal et j'ai fait une télé-résidence aussi avec l'Institut français de Cluj-Napoca. Et en fait, je fonctionne pas mal. Je lance des trucs et puis à un moment, il y a quelqu'un qui répond et qui va être, entre guillemets, en demande. Ça, je sais que ça m'aide. Mais voilà, il y a des moments dans ma vie où j'arrivais plus à me motiver pour moi tout seul. C'est une comédienne qui m'a expliqué ça, qu'on a 2 types de mémoire. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais elle a vu ça avec un biologiste. Il y a une mémoire qui archive, qui fait que moi, avant, je pouvais te dire, bah tiens, tu portais tel t-shirt, tu étais à tel endroit, et on a dit ça, et tu as répondu ça, etc. Et ce que je ne peux plus faire du tout maintenant. Et puis, il y a une autre mémoire qui est la mémoire créative, qui va en fait t'envoyer des associations d'idées, des trucs qui sont dans la mémoire quelque part, et tu ne sais pas pourquoi ça arrive là, à ce moment-là. Et ça va te rendre plus créatif. Et quand je suis arrivée en Roumanie, eh ben, j'ai eu un choc, j'ai eu comme une espèce d'impression de libération. J'avais l'impression qu'avant, j'étais déficient presque, tellement j'étais créatif. C'était vraiment... Du coup, comme je me sentais hyper créatif, hyper lucide, etc., j'ai cru que j'étais en train de mourir. Parce qu'il y a cette idée que juste avant de mourir, tu as de la lucidité, etc. Donc je me disais, ça y est, j'ai un cancer, tout ça. Apparemment, pas encore. Ou pas du tout. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé à perdre la mémoire. Mais bon, je trouve que c'est plutôt... Je préfère finalement la créativité. Et juste, comme tu parlais beaucoup de vomissement, tout ça, c'est vrai que genre cette profusion d'idées, ça fait aussi penser à l'image du vomissement, genre ça part dans tous les sens. Et comment tu vois aussi si cette idée c'est juste du vomissement, de quelque chose que tu as vécu, ou si c'est vraiment, même si tu as dit que c'était pas négatif, si c'est quelque chose, genre une idée d'une autre forme de créativité, quoi. Je sais pas si c'est clair. Si, en fait, dans ma thèse, je me basais sur les travaux de Didier Anzieux, qui est un psychanalyste, qui a travaillé sur le processus de création et sur le saisissement créateur, où il y a finalement, grosso modo, pour simplifier, et donc ça va être un peu faux, mais il nous arrive dans notre vie des choses qui ne vont pas être symbolisées, parce qu'on n'était pas en état de les symboliser au moment où elles sont arrivées, à cause de l'âge ou à cause du trauma que ça a été, etc. Et ces choses-là, elles sont enfermées quelque part dans ton psychisme.
Et en fait, le saisissement créateur, c'est le moment où il y a quelque chose qui donne un déclic et qui te fait comme une espèce d'opportunité de symboliser ce qui n'était pas symbolisé. Et donc, ça va sortir. Donc, c'est pour moi, j'appelle ça le vomissement primordial. Ça arrive en fait, et soit tu en fais quelque chose, soit tu le prends pas. Et à partir de là, il y a des processus conscients, semi-conscients, semi-inconscients qui se mettent en place, et donc tu vas commencer à vouloir le digérer, ou alors à vouloir poursuivre dans cet élan de vomissement, et donc à vouloir le vomir. Le vomissement, en fait, c'est que on reconnaît ce que tu as avalé. Si tu vomis un truc, on va reconnaître ce que tu as avalé. Donc, en fait, le processus de vomissement, c'est de travailler de la manière à ce que tu veux reconnaître ce qui t'a inspiré. Tu veux reconnaître ce que tu as envie de dire. Tu veux que tu savais déjà que tu as envie de dire. Et tu peux vouloir reproduire le style d'un artiste ou d'une artiste que tu apprécies particulièrement. C'est à la fois, ça peut être de la reproduction, à la fois ça peut être de la glorification, c'est-à-dire tu veux glorifier quelque chose et donc il faut qu'on le connaisse, ou alors du rejet. Et donc si tu veux dénoncer un truc, vomir le capitalisme, etc., tu vas vouloir qu'on reconnaisse de quoi tu parles. Ça, c'est les 3 pistes que j'avais identifiées de ce vomissement. Et ça peut être, oui, un type de créativité. Je sais que c'est peut-être pas les conditions les meilleures, mais est-ce qu'on aurait droit à un petit extrait de La Petite Fille Moche, ou est-ce que c'est trop demandé, peut-être? Ah non. Alors, La Petite Fille Moche. Je suis une petite fille moche. Je sais pas trop de quoi ça vient, si c'est mon nez qui est trop long ou mon visage trop petit, si c'est mes yeux qui sont trop rapprochés ou quoi. Je sais pas trop dire pourquoi, mais je me regarde et les autres ils pensent la même chose. Je suis une petite fille moche. Les grandes personnes, elles commencent toujours par me sourire quand elles me voient la première fois parce que je suis une petite fille, alors on me sourit. Et puis tout d'un coup, elles sourient plus pareil. C'est comme si elles avaient envie d'arrêter, mais qu'il fallait bien continuer parce que je suis peut-être moche, mais je suis quand même une petite fille. Mais qu'est-ce que je suis moche! En plus, je suis grosse. Mais bon, si j'étais grosse, je serais moche quand même. Alors bon, au moins être grosse, c'est déjà un peu une excuse d'être moche. Voilà. Merci. Merci. Du coup, c'était quoi ton inspiration pour écrire ça? Mon inspiration pour écrire ça, c'était quand j'avais à peu près 12-13 ans. J'étais en vacances et je marchais sur un trottoir et de l'autre côté du trottoir, il y avait entre 2 piliers de portail, il y avait une petite fille qui avait une main sur le poteau et qui regardait les gens passer. Et à un moment, nos regards se sont croisés et elle a baissé la tête. Enfin, ça, c'est moi qui me souvenais de ça, tel que je l'avais interprété. Elle avait baissé la tête, l'air de dire: «Ah ouais, toi aussi, tu me trouves moche», quoi. Comme si je l'avais pas regardé bien. Et ça m'avait marqué. Et donc, du coup, des années après, quoi, genre 10-15 ans après, je me suis dit, bah, comme j'y pense encore et que du coup, c'est pas digéré, bah, je vais essayer de le digérer et d'écrire quelque chose. Je vais essayer d'imaginer tout ce qui pourrait se passer dans la tête de cette petite fille, quoi. Sans que ce soit en lien directement avec l'événement qui s'est passé, quoi. Juste. Et tes autres personnages, parce que tu nous as dit qu'il y avait 7 personnages, je crois? Alors, il y a Océane, la petite fille moche, Kelly, la belle Kelly, qui est idiote mais qui fera un bon mariage, comme dit sa maman. Il y a Aïna, la petite fille noire adoptée. Là, c'est Kevin qui a son papa au chômage, c'est le frère de Kelly. Lucas qui aime pas qu'on le commande. Timothée qui ressemble à une fille. Et Géraldine qui a des lunettes et qui a peur de mourir comme sa grand-mère qui a des lunettes et qui est très vieille. Et donc, du coup, au sujet de cette expérience, j'ai écrit un article pour une revue il y a 2 ans, je crois, qui était sur le théâtre et masculinité.
parce que donc du coup j'étais un comédien. Alors j'étais masqué avec des perruques, des collants. Enfin c'était mon expérience de disparition, hein, cette pièce. Et mais j'étais quand même un homme qui jouait des personnages de petits garçons et de petites filles de manière sérieuse, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'asymétrie entre les hommes et les femmes pour jouer l'enfant, puisque quand il y a un rôle de petit garçon à jouer, les gens qui mettent en scène vont se dire il faudrait peut-être un comédien ou une comédienne peut-être qui pourrait le faire, tout ça, pour Peter Pan, tout ça. Alors que quand c'est une petite fille à jouer, j'avais personne qui disait non mais peut-être un homme, un comédien peut-être qui pourrait le faire, La Belle au bois dormant et tout ça, de manière sérieuse. Et donc du coup j'écrivais un article justement par rapport à ce que ça nous disait de la place de la femme dans notre société, à quel point pour une femme de changer de place ça peut être valorisant et un homme changer de place c'est dévalorisant. Voilà. Au revoir Arnaud. Est-ce que tu serais OK pour, ou peut-être c'est pas encore prêt pour toi, donc je sais pas ce que tu en penses, mais nous faire parvenir genre les audios que tu vas faire dans quelques jours pour avoir un peu une autre version de ton taf à côté des Quels audios? Les trucs de voix que tu voulais tourner là. Sur le serveur? Ouais, sur le serveur, ouais, les extraits que tu prépares pour le serveur. Ah non, non, parce qu'en fait, si je les enregistre, ou les extraits, mais en fait, je vais le faire en live. Et il y a la page Facebook, non? OK. C'est-à-dire que, en fait, les gens, ils vont appeler et je vais dire bonjour, bienvenue sur le serveur poétique. Si vous voulez écouter un poème, dites poème. Si vous voulez écouter un texte, dites texte. Si vous voulez parler à Julien Daillère, appuyez sur la touche étoile. Je vais faire des trucs comme ça. Sauf qu'en fait, je vais me mettre un petit fond sonore de bruit de fond d'enregistrement et je vais utiliser la touche muet pour faire comme si c'était des enregistrements qui s'enchaînaient. C'est ça le truc. Donc non, je peux pas, je vais pas m'enregistrer. En revanche, si vous allez sur mon site internet julien-daillère.com, il y a et notamment pour le spectacle que je suis en train de créer qui s'appelle Je t'aime effondrement, s'il y a des collapsos parmi vous. Je t'aime effondrement, par exemple, je dis l'effondrement avec des cris d'animaux. Ok, voilà. Okay. Bah, j'irai faire un tour sur ton site alors, très cool. Ok. Et sinon, vous pouvez appeler samedi entre 14h et 16h pour, voilà, mais vous jouerez le jeu, vous n'êtes pas censé être au courant que c'est moi en direct. Et le numéro est sur ton site? Oui, c'est mon numéro. Ouais. Et puis il est sur ma page Facebook aussi, sur le post. Ok. Sinon, cool. là, Charlotte, elle peut mettre mon numéro. Vous trouvez mon numéro, mon numéro partout sur Internet. Il y a des gens qui disent je savais pas comment te joindre. Va sur Internet, tu tapes mon nom, tu trouves mon numéro. Deuxième année, j'ai joué dans Billy the Kick. Et c'était chouette parce qu'on avait participé à plusieurs festivals. Et j'avais eu le prix d'interprétation masculine à Centrale. Je jouais un travesti, un gars en fait qui se travestissait en femme pour passer inaperçu pendant qu'il trucidait des femmes dans son immeuble. C'était très très rocambolesque cette histoire. C'est Jean Vautrin qui a écrit Billy the Kick. C'était chouette. Et donc du coup j'ai toujours le groupe des Billy the Kick, quoi. 20 ans après. J'ai une question sur ta carrière de nouveau. Est-ce que t'as jamais pensé à, tu as peut-être pensé, mais pourquoi faire lier le business et le côté essai, qui est le côté culture, en étant chargé de diffusion ou en travaillant là-dedans? Est-ce que c'est des choses qui, toi, vu que t'es créatif, ça te semble, t'es plus du côté création du coup que, je sais pas. En fait, déjà, je serais extrêmement frustrée de faire ça. Et en plus, c'est des compétences que je perds. Okay. C'est-à-dire, c'est des trucs, quand je sortais de l'essai quelques années après, je pouvais encore avoir cette énergie. Maintenant, en fait, c'est juste, mais ça me coûte énormément de remplir un dossier de subvention, faire un dossier, etc. Il y a des compétences dans la vie, j'ai l'impression qu'on perd, et d'autres qu'on gagne. Mais voilà. Et donc ça, non. Après, ce que j'ai pas dit, oui, c'est qu'à un moment, j'ai travaillé un petit peu avec une entreprise qui s'appelle Scène Expérience, qui fait c'est pas des consultants, mais ils font de la formation en entreprise.
et ils recrutent des gens qui ont la double casquette, grandes écoles, ingénieurs ou commerce et théâtre. Et donc, du coup, j'ai participé, par exemple, bon, alors ça, c'était moins fun, c'était vraiment, c'était les lancements des cartes Franprix, des cartes fidélité Franprix. Donc, tu arrivais avec les hôtes et les hôtesses de caisse pour leur faire répéter ce qu'ils devaient dire et comment ça devait se passer, etc. Ça, c'était pas très créatif, je courais pas après. Ce qui était vachement bien, c'était les formations, les ateliers voix ou les ateliers gestion de l'émotion, etc., pour les conseillers clientèle par téléphone d'EDF. Ça, c'était vachement sympa à faire. Est-ce que tu peux me redire le nom de l'entreprise, puisque je l'ai mal entendu. Scène Expérience. Ok, merci. Scène Expérience. Et dans ta compagnie, vous êtes combien? Parce que tu dis que tout ce qui est, enfin, le côté un peu admin, maintenant, ça te pèse, etc. Est-ce que tu as recruté, enfin, voilà, vous êtes combien en tant qu'équipe encadrante? Moi, je suis en mode hyper précaire, là. Je suis, il y a donc ma compagnie, qui est une association loi 1901, avec un pote qui est président, un pote qui est trésorier, une administratrice de production qui travaille à la tâche pour faire les salaires, etc. Et puis là, j'ai plus de diffuseurs parce que j'ai un peu arrêté avec ma compagnie pendant la Roumanie. Et là, je reviens et comme je m'intéresse beaucoup à la marge, à sortir un petit peu des grands circuits et de plus courir après le gros théâtre, les trucs comme ça, voilà, je suis plus du tout. À un moment, j'ai eu la. Ah oui, il y a un spectacle dont je ne vous ai pas parlé, c'était Hansel et Gretel, la fin de l'histoire. C'était un spectacle tout public qui était coproduit par la Scène nationale de Créteil, par la MAC. Et pour ça, j'ai eu l'aide à la production dramatique de la DRAC Île-de-France en tant que metteur en scène. J'avais écrit le texte aussi. Il y avait 4 comédiens qui jouaient. Et puis on avait l'ADAMI, on avait eu l'aide de l'ADAMI. Enfin voilà. Mais je suis plus dans ces circuits-là. Et j'ai plus envie de ça. Maintenant, j'ai plutôt envie d'aller dans une ancienne usine ou d'aller jouer dans l'église désacralisée à Dijon, l'ancien lavoir à Lyon, un lieu qui s'appelle Anigra à Arcueil, que je vous conseille si vous avez l'occasion. Je suis donc je suis plutôt dans une économie précaire, quoi. Donc, au revoir Marie. Moi, j'avais une question sur ta thèse, si c'est possible d'y revenir. Oui. Tu parlais du processus de création théâtrale comme d'un vomissement. Juste ce choix de s'intéresser que au théâtre, est-ce que c'est parce que tu as une formation de comédien, que tu as fait du théâtre? Parce qu'on peut aussi penser à l'écriture littéraire en général comme un vomissement, surtout l'écriture contemporaine, avec tout ce qui va être... je sais pas, ça m'a fait vachement penser à Virginie Despentes à certains moments, qui dit qu'elle écrit vraiment comme si elle vomissait tout ce qu'elle avait vécu. Oui, Virginie Despentes, il y a beaucoup de choses de l'ordre du vomissement, hein, et par le vocabulaire employé, et par la manière dont elle traite ses thèmes et dont elle déroule ses phrases, sa syntaxe, etc. Après, moi, ma thèse, j'ai travaillé sur vomissement, digestion, excrétion. C'est-à-dire qu'il y a les trois dynamiques qui peuvent coïncider à l'intérieur d'un même processus de création ou de réception, parce que le spectateur, il fait la même chose. Hein. Il y a des spectateurs qui vomissent des choses, il y a des spectateurs qui digèrent des choses, il y a des personnes qui excrètent des choses. Mais ça dépend les proportions. Et ça dépend aussi le regard que tu portes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vomir un spectacle, alors que d'autres vont le digérer, et d'autres, ça va leur passer à côté en diarrhée, quoi. Donc, et en effet, moi, je me suis concentrée sur le théâtre parce que voilà, mais j'ai cité l'exemple de Gustav Klimt. Après, il y a dans la littérature, j'ai travaillé sur Henri Boschot, où du coup, j'ai envisagé un système digestif, une espèce d'appareil digestivo-poétique d'Henri Boschot, qui commence à amener quelque chose par la poésie. Le thème, il le retravaille en théâtre et après, ça ressort véritablement digéré en œuvre littéraire, en roman, comme pour Oedipe sur la route. J'ai travaillé là-dessus. Donc, c'est quelque chose que tu peux...
moi, après, maintenant, je passe un petit peu à autre chose, mais quand j'étais dans cette dynamique, c'était mon paradigme. C'était la manière dont je voyais le monde. Donc, tu vois des gens, la manière dont ils parlent, ils sont en train de vomir ou ils sont en train de digérer, la manière dont, ou d'excréter, la manière dont ils reçoivent des paroles, la même chose, tu vois. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et moi, je me demandais, tu nous as parlé un peu de ton projet actuel pendant le confinement. Donc, je fais du serveur vocal pour l'instant fait en direct, mais qu'avant, tu avais fait les comédiens au téléphone, tu parlais de téléperformance. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement des projets entre le début du confinement et maintenant, les premiers trucs que tu as fait pendant la crise? Alors, donc, le 14 mars, j'ai commencé à lire mes textes par téléphone. Donc, les gens m'appelaient, je leur donnais le menu, je leur disais, voilà, tel texte, je peux vous proposer, voilà. Après, j'ai ouvert le groupe Facebook Artistes au téléphone, où il y a des gens qui ont commencé à dire, ah bah oui, on pourrait peut-être faire un rendez-vous, on se retrouve, etc. Parce que à la fin d'un concert que j'avais fait, parce que oui, donc j'ai fait sur Zoom, j'ai lu un texte pendant que quelqu'un jouait de la kalimba à Lyon, et que moi je suis à Clermont-Ferrand. Et à la suite de ça, il y a des gens du groupe qui assistaient, qui ont dit, ah, on pourrait peut-être faire des rendez-vous comme ça où on partage nos textes. Et donc, ils ont lancé les jeudis ouverts. Donc, tous les jeudis soirs à 21h, on se connecte sur Zoom, on est entre 10, 15, et 5 minutes par personne pour lire des textes, voilà, et puis on s'applaudit, on se fait des retours, tout ça, ça fait un peu communauté, ça fait un petit peu qui est dans la salle, quoi, un peu open mic. Et puis après, j'ai fait une télé-résidence. C'est l'Institut français de Cluj-Napoca qui connaît mon travail, avec qui j'ai déjà travaillé, et qui a vu que je lisais mes textes par téléphone, et qui donc m'a dit, est-ce que tu pourrais concevoir quelque chose pour nous? Et donc j'ai dit, ouais, d'accord. Donc je vais faire une télé-résidence. Donc des gens de Cluj-Napoca m'ont appelé pour me parler de la manière dont ils envisageaient le futur de manière positive. C'était le thème que j'avais lancé. Et à partir des discussions et des notes que j'ai prises des discussions, du coup, moi, j'ai écrit des textes, des poèmes sur ce thème-là. Et après, je me suis filmé en train de j'ai filmé des choses du jardin ou de ma cuisine en train de les dire, et ils ont compilé ça et ils ont mis ça sur Facebook. Ensuite, j'ai fait une téléperformance, c'est-à-dire que j'ai demandé à qui est confiné avec d'autres personnes, parce que l'idée de la téléperformance, c'est la personne est en liaison téléphonique avec moi par écouteur, et je lui donne un texte à dire et des mouvements à faire pour qu'elle puisse téléperformer devant les éco-confinés, quoi. Donc, on a fait ça avec une copine qui est confinée avec 6 autres personnes. Et donc, ouais, c'est une équipe, ils prennent des cours de cirque, et donc, du coup, ils sont confinés ensemble. Et donc, du coup, voilà, je lui donnais, en fait, je lui ai fait faire un rituel d'appel des esprits, avec du sel, de l'eau, un chargeur de téléphone pour faire pendule, etc. Et puis, elle a fait ça avec moi en haut-parleur. Tous les autres entendaient les instructions que je lui donnais. Voilà, il va falloir que tu fasses comme ça, il faudra que tu fasses comme ça. Et après, j'ai fait sonner mon téléphone fixe en me disant, ah, zut, je dois raccrocher, machin, ce qui n'était pas vrai du tout. Elle a fait semblant de raccrocher, elle a juste coupé le haut-parleur. Du coup, j'étais que dans ses écouteurs qu'elle avait depuis le début. Et donc, j'ai commencé à lui dire des sons qu'elle devait reproduire, comme A, 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 B, 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 T, 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 test, 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 bonjour. Et puis, c'était Christopher, comédien confiné en 2060, qui d'habitude fait ça par voyage astral, qui là s'est essayé à la télépathie organique et qui est, pour la première fois, arrivé dans une époque qui n'est pas la sienne. Donc du coup, voilà, donc du coup, Christopher leur a lu des poèmes de Julien Dayer. Et puis, moi, je me suis amusé à inventer un vocabulaire de 2060, quoi. Donc, du coup, pour que ça mette un effet d'étrangeté dans la parole de la personne qui téléperforme, pour qu'on voit que c'est pas la personne qui parle, mais que c'est quelqu'un qui parle à travers elle. Ça donne quoi, le vocabulaire de 2060 ? Ça donne... attends, je crois qu'il y avait... Tu te fous de ma gueule, je crois que c'était tu essayes de m'étaler la face. Il y a des trucs comme ça. Par exemple, il dit... à un moment, je voulais... dans un trip très égo, je disais oui, ce sont des poèmes qu'a écrit Julien Dayer avant de devenir célèbre en passant dans la zone verte après l'épidémie de 2023. Et donc,
puisqu'on est en 2060. Et donc, je disais, oui, avant qu'ils deviennent fame. Voilà, c'est des trucs qui font un peu... je sais plus ce que j'avais rajouté. Enfin, tu vois, j'avais écrit mon petit texte avec des mots un peu inventés, entre de l'anglais, du français, un peu... voilà. Et tu avais fait de l'impro ou c'était, disons, dans le package avec le théâtre? Tu avais fait de l'impro en tant qu'impro J'avais fait de l'impro à Comédia, on faisait pas mal d'impro à un moment. Ok. Que là, maintenant, à Comédia, actuellement, il y a de l'impro dans les exercices d'échauffement en troupe, etc. Voilà. Mais il y a une troupe d'impro aussi que Elisa et moi, dont Elisa et moi nous sommes occupés cette année. Une troupe impro à part, qui travaille notamment avec la Ligue d'improvisation de Cergy, la LIDE. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Voilà. Non, je ne connais pas. Et d'accord. Cours, etc. Donc, c'est plus centré sur les techniques d'impro en elles-mêmes. Et du coup, typiquement, ce que tu racontes, ça me fait penser à ça. Oui, et du coup, il fallait improviser. À chaque fois, il faut... en fait, maintenant que j'ai des problèmes de mémoire, je travaille beaucoup en improvisation. Mon texte bilingue français-roumain, tout le texte était improvisé, en fait. Moi, j'avais ma trame, mais je passais d'une langue à l'autre. Au fur et à mesure des représentations, il y a des trucs qui reviennent, je les accepte, je les garde. Mais à part une chanson et à part 2 chansons, enfin nous c'est un conte chanté, le reste c'était, et la Marseillaise, et le reste c'était improvisé, quoi. Et ouais, je trouve que ça met dans un état qui est différent que quand tu récites le texte. Et puis même si quand tu récites le texte, tu peux improviser autrement, hein, tu peux improviser bien sûr dans la manière dont tu dis le texte, dans tes mouvements, dans tes expressions, etc. Voilà, et c'est sûr que oui, l'improvisation, c'est par exemple, non, je sais pas où je l'ai mis. Ouais, j'ai fait, oui, sur les autres choses que j'ai essayé de faire de l'écriture automatique en direct en Facebook Live. Donc j'ai essayé ça et je disais aux gens, laissez-moi des mots sur le thème de la relation de l'humain avec la nature. Et moi, je fais de l'écriture automatique. Et donc, tu écris super vite, en fait. Et donc, voilà, par exemple, ça a donné ça. Ça, c'était lundi. Bon, j'en ai écrit 3 pages, mais je lis juste un paragraphe. Au retour des Pyrénées de riz qui enflaient au loin, leurs cônes pointus en bleu et blanc, nous avions remisé en terre nos aspirations guerrières pour chausser plus avant de quoi surestimer nos os blancs de patriarches. C'était sans compter le garnement pieds nus qui donzelle en nature et passe au village en comète. Si prompt à gruger la vertu des embourbés de la collerette, il n'avait pas son prunier pour aller vaquer séant dans les soubresauts des termitières. Voilà, ça c'est l'écriture automatique. Et donc du coup, après, j'intégrais des idées, des images, des mots qui m'étaient donnés par des gens sur Facebook. Et donc, ça fait très texte. Ça fait très texte de la rubrique Abrac. Je ne sais pas si tu lisais ça plus jeune. C'est une BD où quasiment tous les textes sont écrits un peu comme ça. Il reprend des personnages genre Newton, Jésus, etc. Et il en fait des personnages complètement 3e, 4e degré. D'accord. C'est l'époque de mes parents plutôt, donc même toi, tu es un peu jeune, je pense. Merci. Mais c'est Gottlieb. Ah, c'est Gottlieb, ok. C'est Gottlieb, ouais. D'accord. C'était le premier épisode de C'était mieux avant, présenté par Comédia dell'Essec en compagnie de Julien Daillère. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que le témoignage de Julien vous a intéressé et que vous serez puisé dans son expérience pour trouver votre voie, même si elle sort de l'ordinaire. À très vite pour un autre témoignage inspirant.